Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne Le Burnout c'est génial. Aujourd'hui je voulais te passer le message que non, tu n'es pas coincé. On a tendance à oublier qu'en fait l'histoire c'est nous qui l'écrivons, c'est nous qui avons la plume entre nos mains. Mais voilà, ce que je voulais dire c'est que vraiment on a le pouvoir de réécrire la suite de notre histoire, quelle que soit notre situation actuelle. On peut réécrire les choses. Mais comme toi, moi aussi, j'ai cru qu'une fois qu'on se lançait dans une voie, c'était pour la vie. C'est ce qu'on nous apprend depuis tout jeune, depuis tout petit. Et déjà au collège, donc on est âgé d'une petite dizaine d'années, on n'a même pas encore 15 ans, on nous demande ce qu'on veut faire de notre vie, ce qu'on veut faire plus tard. Mais quand il s'agit, euh, en première année de lycée déjà, de choisir sa filière alors qu'on n'a que 16 ans, et puis c'est pareil, à la fin du collège, tu peux aussi choisir d'aller dans un lycée général ou alors un lycée professionnel. On est mais si jeunes et on nous demande de faire un choix. Et les adultes à l'époque nous disaient vraiment choisis bien ta voie. Une fois que tu as choisi ta voie, et bien voilà, ça va te fermer certaines portes, ça va t'en ouvrir d'autres plus facilement. Mais il faut que tu sois conscient de ton choix et que ta filière que tu vas choisir doit être adaptée à ton futur métier que tu vas choisir, etc. Donc on est tout jeune, on a moins de 20 ans, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'on vit, mais qu'est-ce qu'on fait les 10 premières années? On se soucie de rien du tout, on joue, et voilà, on est dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'ils sont forts ces enfants, mais on est dans l'instant présent, on joue, voilà, on n'a pas de préoccupations. Et puis voilà que tout d'un coup, seulement 4-5 années se sont passées et on a dit allez, maintenant hein, tu prends tes décisions, tu penses à quand tu seras un adulte, projette-toi bien hein, et tu te projettes tout de suite et te trompe pas hein, parce que une fois que tu as choisi ta voie, c'est compliqué d'en sortir. Donc tu te trompes pas, hein, tu choisis la bonne et hop, tu tiens le cap et tu t'y tiens. Donc moi je trouve qu'avec le recul et en réfléchissant un peu à tout ça, et voilà, c'est dur de nous dire à 14-15 ans, choisis bien, parce qu'après c'est compliqué hein, de changer, etc. Parce que en effet, c'est pas facile, il n'y a pas grand chose qui est fait pour que les réorientations soient faciles. Et voilà, du coup, on va aller se spécialiser, donc quelque part s'enfermer dans une facette, parce que je pense que on a plusieurs facettes dans notre personnalité. Donc, quelque part, en choisissant une voie, on va aller s'enfermer un petit peu dans cette facette. Je ne critique pas entièrement le système de filière, par exemple, qui a du bon aussi, bien sûr, et ça permet de se rapprocher de ses affinités et de ses points forts. Ça a aussi du bon, mais je trouve juste que cet aspect de devoir choisir à 14-15 ans la bonne filière en ayant en tête le bon métier et voilà, se dire je vais tenir le cap, etc. Je trouve ça quand même assez dur et surtout ce message qui nous est envoyé encore et encore de ne te trompe pas, ne change pas d'avis. Changer d'avis, ce serait un échec. Et voilà, choisis ta voie et garde le cap. Et ce qui fait que du coup, je pense que c'est une des raisons qui explique le burn-out par exemple. Parce que quand on y pense en fait, le burn-out c'est j'ai fait et d'un coup, paf, je me rends compte mais en fait ça me convient pas. Sauf qu'on est tellement, on a tellement continué la tête baissée parce qu'on nous a dit surtout te trompe pas, hein, change pas d'avis. Et évidemment, il y a des exceptions qui confirment la règle. Une fois de plus, je crois que je le dirai dans toutes mes vidéos. Et heureusement. Mais souvent, on a assez en tête cette idée de je ne peux pas changer d'avis, je ne peux pas changer de voie parce que on m'a dit choisis bien ta voie et tiens-toi-y parce que c'est pas facile de changer, et puis c'est pas bien, et puis ça te fait perdre du temps, et puis ceci, et puis cela. Donc pour moi, le burn-out s'explique en partie par ça. C'est qu'aussi, moi je pense que c'est une des raisons qui explique mon burn-out en tout cas, et je pense que je suis loin d'être la seule, c'est que en fait on fait les choses un peu en pilote automatique. On ne se pose pas de questions. On fait les choses parce que on s'est dit que c'était bien de faire comme ça, parce qu'on nous a dit que c'était bien de faire comme ça. Donc on commence un cursus scolaire, on se pose pas trop de questions, on suit le cursus scolaire, on décroche le diplôme, on décroche le premier job, on fait le premier job, jusqu'au jour où en fait on se réveille un beau matin et où on se dit
mais en fait ce que je fais n'a pas de sens. Non, je satisfais pas mes valeurs, ça me parle pas. Et voilà, on se retrouve dans une situation où on a voulu garder le cap à tout prix, et puis un jour on se réveille et puis on se dit mais mince en fait c'est pas tout à fait qui je suis, c'est pas tout à fait ce que je voulais, voire carrément pas, etc. etc. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de te rappeler que nous sommes les auteurs de notre propre vie. On a toujours la plume, le stylo entre les mains. C'est à nous d'écrire les prochains chapitres. C'est pas facile évidemment de changer parce que une fois de plus, rien que de manière neurologique, changement égale inconnu égale danger. Je te le répète une nouvelle fois. Et donc je comprends que ce soit pas du tout une option parfois qu'on s'imagine. On se dit bah non je peux pas changer en fait parce que déjà je saurais pas pourquoi, ou je sais ce que je perds, je sais pas ce que je gagne, etc. etc. Le changement implique un danger, donc le plus souvent on va rester dans quelque chose qui ne nous convient pas forcément, mais au moins on sait ce qu'on a à perdre, ce qu'on a à gagner, à peu près on connaît la situation en tout cas. Et c'est aussi en ça que moi je trouve le burn-out génial, c'est que le burn-out ça arrive un peu en pleine tronche. Et souvent d'ailleurs ça a des manifestations physiques, c'est le corps qui nous dit non stop tu arrêtes. Et en fait tu te retrouves à ne plus pouvoir continuer à ignorer en fait. Tu peux pas continuer dans cette voie qui au final s'avère être une impasse et t'es obligé de te rendre à l'évidence. Donc moi c'est en ça que je trouve le burn-out génial, parce que quand j'ai fait ce burn-out, bon bien sûr avec un peu de recul, mais je me suis dit mais ouf, en fait, je vais pas continuer toute ma vie à faire quelque chose qui ne me convient pas et à m'enfoncer dans ce quotidien, cette routine banale de faire comme tout le monde. En fait, mais c'est pas moi, ça me convient pas du tout. Et heureusement qu'il y a un burn-out qui est arrivé là maintenant en début de carrière, parce que sinon j'aurais pu continuer encore et encore comme ça, je suis sûre. J'aurais continué des années et je me serais retrouvée un jour, voilà, avec une vie qui ne me ressemble pas à moi en fait. Et donc je suis mais hyper reconnaissante que cet épisode soit arrivé en début de carrière, même si ça peut paraître dingue de se dire. Je suis reconnaissante d'avoir eu une dépression à l'âge de 26 ans, parce que quelque part c'est jeune. Mais si, moi je suis mais hyper reconnaissante, hyper contente que ça me soit arrivé si jeune pour pouvoir rectifier le tir et m'offrir une vie qui me ressemble. Et ça du coup de manière plus étendue que quand on se réveille à 45-50 ans. Et même si on se réveille à 45-50 ans, c'est déjà top et ça nous laisse, voilà, le reste de nos années de carrière, c'est pour s'épanouir à travers le travail. Mais il n'y a pas aussi que le travail dans la vie, et ça c'est une autre chose que le burn-out m'a appris. Il n'y a pas que le boulot dans la vie. On peut encore rectifier le tir et voilà. Surtout que c'est assez dur en fait de se dire qu'on va choisir une voie et s'y tenir, parce que quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, l'apprentissage il passe essentiellement par l'expérience. Tu sais si tu aimes ou si tu n'aimes pas quelque chose en le faisant. C'est un peu comme si en fait sinon on restait enfant toute notre vie et on se dit ah non j'aime pas les brocolis parce que j'ai senti ça sent pas bon et voilà, et donc je veux pas goûter, donc j'aime pas les brocolis c'est sûr. Non. Du coup, si tu veux apprendre, tu goûtes, ça passe par l'expérience du goûter. Si tu veux savoir si oui ou non tu aimes les brocolis, et je ne te jugerai pas. Et du coup, voilà, pour moi l'apprentissage il passe essentiellement par l'expérience. En fait, tant qu'on n'a pas testé, tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, eh bien on ne peut pas vraiment savoir ce qui nous correspond, ne nous correspond pas. Voilà, c'est mon point de vue en tout cas. Et autre chose sur lequel je voudrais revenir, c'est que bon, maintenant tu dois commencer à en entendre parler parce que ça fait quelques années qu'on a cette idée qui nous vient un peu des US, qui est l'échec fait partie de la réussite. Or, dans notre mentalité française, l'échec, mais c'est vraiment le truc à fuir. Surtout, voilà, pas d'erreur, pas d'échec, on fuit ça à 10 000%, on le fuit comme la peste. Or, donc on a depuis quelques années cette mentalité qui a commencé à apparaître, c'est que non en fait, l'échec fait partie de la réussite, parce que le vrai échec en fait, c'est l'abandon. C'est quand tu dis j'ai pas réussi cette fois-là, donc j'abandonne. Mais en réalité sinon,
tu peux essayer quelque chose et que ta première tentative ne soit pas forcément un franc succès. Mais si tu décides de prendre cette première tentative qui n'est pas un franc succès et de te dire pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire de différent, en quoi je peux m'améliorer, réessayer. Pour n'importe quoi, on est tous passés par la phase de débutant, mais c'est dingue comme en devenant adulte, on a des réticences à se remettre dans cette position humble de débutant, de celui qui ne sait pas encore, qui apprend, qui essaye. Et voilà, donc pense à ça, tout le monde a débuté un jour, tout le monde a été le débutant un jour. Moi là je me suis lancée à faire des vidéos sur YouTube alors qu'il y a des milliers et des millions de youtubeurs dans le monde et probablement des gens qui parlent déjà de burn-out aussi. Et voilà, je fais des tests. Aujourd'hui je fais un magnifique test avec mon écharpe en fond alors que d'habitude tu remarqueras j'ai pas le même décor. Je fais des tests, voilà. Je suis débutante, je fais probablement des erreurs, d'ailleurs certaines je ne m'en rends même pas compte et c'est là en fait les plus dangereuses. Mais peu importe, je me lance, j'essaye. À l'heure où voilà, il y a des gens qui ont des techniques, qui ont une qualité de vidéo, une qualité d'appareil, d'installation, de montage, etc. que je n'ai pas parce que je suis débutante. Peu importe. Mais voilà, tout ça pour te dire que je pense aussi qu'il faut qu'on arrête avec cette mentalité à vouloir éviter l'échec à tout prix. Parce qu'en fait, vouloir éviter l'échec à tout prix, c'est vouloir éviter de faire des nouvelles choses, de commencer des nouvelles passions, de se lancer dans autre chose. Et donc voilà, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, et ben, d'accepter que tu étais peut-être plus expert dans le métier que tu as fait avant, sur lequel tu as passé des études, des années en stage et même en salariat. Mais que là aujourd'hui bah, tu vas tout reprendre à zéro et tu vas redevenir le débutant. Et oui, des fois ça peut faire un peu un coup à l'ego, mais tant pis en fait, souvent à mon avis c'est pour le meilleur, donc ça vaut vraiment le coup. Je voulais finir cette vidéo en te partageant une idée clé par chapitre d'un livre que j'ai lu et adoré qui s'appelle Sagesse d'ailleurs pour vivre aujourd'hui, qui a été écrit par Frederica Van Ingen, j'espère que je le prononce bien. Et du coup, je voulais partager avec toi une des clés et moi, comment je l'ai interprétée, notamment vis-à-vis du burn-out. Dans le chapitre numéro 1, une des idées clés, c'est les peuples racines ont une profonde confiance dans la vie que nous avons remplacée par la peur et le besoin de contrôle. Pour moi, c'est aussi pareil, une fois de plus, une des raisons du burn-out. En fait, on veut tout contrôler. Or, il y a des paramètres dans la vie qu'on ne contrôle pas. Et nous, on a un peu peur de tout, notamment peur de l'inconnu. On a très peur de l'inconnu. Que ce soit d'ailleurs l'inconnu, quelque chose qu'on ne connaît pas, une situation qu'on ne connaît pas, ou parfois même entre humains. Moi, j'aimerais vraiment qu'on arrête cette peur de l'inconnu, et notamment quand ça se transforme surtout en discrimination. L'idée clé du chapitre 2, c'est que toute souffrance, toute épreuve de vie est naturellement considérée comme un don, une opportunité pour se transformer parce qu'elle fait partie de l'équilibre. Donc ça, je trouve que c'est une belle citation par rapport au burn-out parce que ça, c'est les Maasai qui disent ça et c'est un des chapitres qui m'a marqué parce que j'ai eu la chance d'aller au Kenya et de visiter un village Maasai. Alors, je ne sais pas si c'était un vrai village Maasai ou si c'était une reconstitution pour les touristes. Et je pense que c'était plus l'option numéro 2 que la numéro 1. Mais peu importe en fait. Du coup, voilà, j'ai quand même eu une connexion avec ce pays vu que je l'ai visité. Et j'ai visité d'autres pays d'Afrique. Et du coup, ce chapitre m'a parlé. Et donc, leur philosophie me parle beaucoup. Et je trouve que vis-à-vis du burn-out, donc vous entendez bien, une épreuve est un don et c'est pour se transformer. Et moi j'ai vraiment vécu mon burn-out, en tout cas le burn-out que j'ai vécu, comme ça, comme un don pour pouvoir me retransformer. Et voilà, pour passer de la chenille qui est dans sa chrysalide au beau papillon. L'idée clé du chapitre numéro 3. La communauté est essentielle. Notre civilisation a quitté ce collectif pour évoluer vers l'individualisme et le narcissisme. Nous avons tout intérêt à réexplorer la puissance de la conscience collective. J'espère aussi que ce passage te parle. Moi en tout cas il me parle beaucoup.
Je trouve qu'on a aussi beaucoup de souffrances qui émanent de cette société individuelle où chacun est reclus dans sa maison, où c'est ça, c'est l'individu qui prime, la liberté de chaque individu. Mais au final, je trouve qu'on est en train de passer à côté de quelque chose. Et je dis pas que c'est facile, moi-même j'ai beau avoir cette croyance, je ne vis pas constamment en communauté, je ne suis pas constamment entourée d'une communauté et d'une communauté unique surtout. J'ai plusieurs communautés, on va dire, qui peuvent être les amis, la famille évidemment. Mais je pense qu'on passe à côté de quelque chose parce que moi c'est quelque chose que j'ai toujours pensé. Je pense qu'en groupe on est plus fort. Et par exemple j'adorais travailler en groupe parce que d'une idée que tu as peut émerger d'autres idées et en brainstorming, on appelle ça en start-up avec nos anglicismes là, mais voilà, enfin on prend une idée et on fait chauffer nos cerveaux et d'une idée d'une personne, on vient agglutiner hop les idées des autres personnes et c'est là, à mon sens, qu'on fait vraiment quelque chose de bien, de complet. On peut aller plus loin, on creuse en fait. Que seul, c'est beaucoup plus compliqué et du coup, voilà, je trouve que c'est pareil pour toute la vie en communauté, que c'est dommage en fait qu'on soit pas plus dans cette notion de collectif, de tous ensemble. Et d'ailleurs, la notion de conscience collective est un terme plutôt à la mode, donc je suis contente parce que je suis bien consciente que je ne suis pas du tout la seule à avoir cette pensée-là et cette conscience-là, que ce qui se passe en groupe a plus de force à mon sens. Idée clé du chapitre numéro 4. L'intention précède la construction de tout acte. Si l'on ne pose pas une intention avant un acte, on ne construit pas un avenir en harmonie avec ce que l'on est, mais un avenir en accord avec ce que les autres ou le système sociétal veulent que nous soyons. Je t'en parlais dans mon article Comment vivre pour soi, et j'en ai parlé en vidéo aussi. Dans ma vidéo, le meilleur moyen pour vivre une vie malheureuse, je vais te la remettre ici si ça t'intéresse. Mais en gros, voilà, c'est cette idée que on peut être amené à vivre de la manière dont on pense qu'il est bien de vivre parce que c'est ce que nos parents nous disent, c'est ce que nos professeurs nous disent, c'est ce que la société nous a dit. Et notamment dans la carrière, il y a certaines personnes qui choisissent de manière assez évidente des métiers pour rendre fiers leurs parents. Et si ça leur convient, c'est une très bonne chose qu'on fasse une pierre deux coups. Mais si c'est un sacrifice, si on le fait pour l'amour de ses parents, pour gagner l'amour de ses parents, consciemment ou inconsciemment, et bien malheureusement, je ne pense pas que ça marche et que ça nous rende pleinement heureux parce qu'on a quand même besoin de cette petite part de bienveillance envers nous-mêmes qui est de... c'est pas d'égoïsme, mais juste de vivre pour soi selon ses envies et ses besoins en fait. Tout simplement pour pouvoir être heureux et épanoui. Et en étant heureux et épanoui, on a des rapports avec les autres qui sont hyper apaisés et heureux à leur tour. Donc je pense que personnellement c'est pour le bien de tout le monde. Idée clé du chapitre numéro 5. Le monde nous parle sous forme d'événements ou coïncidences, synchronicité entre parenthèses, qui n'ont pas de lien de cause à effet mais qui produisent du sens pour la personne qui les vit. Et exactement, le burn-out en fait partie. C'est l'événement qui vient te dire stop, tu es dans la mauvaise direction, tu n'es pas à ta place, tu ne fais pas ce que tu es censé faire, tu n'es pas là où tu es censé être. Et il t'invite d'une manière assez dure, je te l'accorde, mais en général il commence à envoyer les premiers signaux qu'on ignore avant d'envoyer des bons gros signaux que là on peut plus ignorer du coup. Donc voilà, c'est le burn-out qui nous dit tu n'es pas à ta place. Ça peut être simplement dans cette société, je dis pas que tu es obligé de te reconvertir professionnellement, attention, mais ça peut être simplement dans l'entreprise dans laquelle tu es, l'organisation dans laquelle tu es, mais en tout cas tu n'es pas à ta place, tu n'es pas au bon endroit et tu n'es pas heureux dans ta vie, tu as besoin de changer ça. Idée clé du chapitre numéro 6. Donc comme je viens de le dire, le corps est un vecteur essentiel, c'est notre part de nature. Quand on n'est pas relié au corps, il y a une part de nous-mêmes qui n'est pas éveillée. Donc c'est ce que je te disais, le burn-out nous envoie des signaux via le corps parce qu'en effet, notre corps, c'est ce qui nous relie à la nature, c'est naturel, c'est voilà, on est né comme ça. Au tout début, on était déjà comme ça, c'est notre part de nature. Idée clé du chapitre numéro 7.
Tout mal-être et débordement de l'individu sont des symptômes du mal-être de la communauté. L'idée n'est pas de trouver un fautif, mais de soigner collectivement pour retrouver un équilibre. Ça, je trouve ça très fort. Donc, dans ces peuples amérindiens, donc les Indiens d'Amérique, quand une personne est malade, c'est le groupe qui se remet en question. Ils ne remettent pas en question la personne qui est malade, ils remettent en question le groupe parce que la maladie vient signaler un manque d'harmonie au sein de la communauté. Ça, je trouve ça très fort comme idée, et donc je pense que c'est une question qu'on peut se poser quand on fait un burn-out. Est-ce que le problème c'est moi, le problème c'est l'entreprise? En réalité, j'ai envie de te dire ni l'un ni l'autre. C'est le contexte, donc l'environnement, l'entreprise, oui. Et c'est toi, personne, voilà, qui va être plus impliquée avec des standards, des idéaux assez hauts, et qui en face ne va pas avoir les moyens pour pouvoir atteindre ces idéaux que tu as, ces objectifs, etc. Donc c'est la rencontre des deux. Mais moi je trouve ça très fort que ces peuples amérindiens se disent le problème c'est pas la personne, là on va pas aller pointer du doigt la personne malade, on va remettre en cause l'environnement. Et d'ailleurs donc c'est aussi ce que les auteurs de le burn-out, le comprendre et le guérir, dont je te parlais plus tôt. En fait la personne en burn-out peut être un messager très fort et un très bon messager pour l'entreprise pour comprendre les dysfonctionnements, donc quels sont-ils, où sont-ils, etc. Donc ni l'un ni l'autre mon capitaine, mais moi j'adore cette idée que les Amérindiens remettent, entre guillemets, pas la faute, mais voilà, remettent en question l'harmonie de la communauté plutôt que de pointer du doigt la personne malade. Je trouve ça très sage, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Idée clé du chapitre numéro 8. Dans notre civilisation, personne ne s'aime. Nous sommes matraqués, petits, chacun à notre manière, de honte, de culpabilité, et nous ne savons pas nous aimer nous-mêmes sans avoir fait tout un chemin pour nous en débarrasser. Et je suis tellement d'accord avec ce point. On nous apprend à ne pas nous aimer, on nous apprend que s'aimer c'est narcissique, donc on fait un amalgame total entre l'amour-propre et le narcissisme qui sont deux choses totalement différentes. Ce qui fait que une très grosse majorité d'entre nous, la petite voix là à l'intérieur de ta tête, elle est plus souvent autocritique envers toi-même que bienveillante et aimante. Combien de personnes tu connais qui en effet se lèvent le matin en se disant « Oh, je suis trop belle aujourd'hui, je suis vraiment trop belle » ou alors « Oh, mais qu'est-ce que je suis intelligente ?» Non, on le fait pas. Mais personnellement, moi, c'est quelque chose que je commence à faire. Donc par exemple sur le physique, j'ai encore beaucoup de mal. Mais en tout cas, j'essaye d'être beaucoup plus bienveillante envers moi-même. Et quand je commence en fait à avoir des pensées un peu autocritiques qui me rabaissent, c'est un peu comme si c'était ma meilleure amie qui me parlait, qui disait « Wow, stop, tu parles pas comme ça de ma meilleure amie ». Et donc en fait, j'essaye de moi-même prendre sur le fait mes pensées autocritiques et les arrêter pour revenir, voilà, enfin les faire taire et revenir sur un chemin beaucoup plus bienveillant. Ça commence déjà par là, sans pour autant que je me lève le matin, je me regarde dans le miroir et je me dis « Wow, je suis trop bonasse aujourd'hui ». Ça n'arrive pas encore, mais peut-être un jour, qui sait, et dans ce cas, je ne serai pas narcissique pour autant. Idée clé du chapitre numéro 10, j'ai sauté le chapitre numéro 9 parce que j'ai pas trouvé de lien avec le burn-out et qu'il n'y en a pas une qui a parlé plus que ça ne veut pas dire que j'ai pas aimé ce chapitre d'ailleurs pour autant. Les émotions sont des témoins de l'harmonie de la personne dans son environnement. Les Kogi ont des espaces pour les faire émerger et des personnes qui les encadrent. Donc les Kogi, c'est aussi un peuple amérindien et du coup, donc vous voyez une fois de plus, donc on a aussi cette notion de communauté, on vient exprimer nos émotions au sein de la communauté et donc pour rattacher une fois de plus au burn-out, je pense que si on en arrive là aussi, c'est parce que l'entreprise surtout, la société en général et l'entreprise surtout, ce n'est pas un endroit où on peut exprimer nos émotions. Ce n'est pas un endroit où nos émotions peuvent vivre et du coup on va avoir tendance à les refouler. Or j'aime beaucoup la citation de Jacques Salomé qui est « Sachant que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, il est souhaitable de favoriser l'expression
au-delà de l'émotion ou du retentissement. Cette pratique permettra d'éviter quelques somatisations du stress et de l'angoisse. Donc ça c'est dans son livre Oser travailler heureux entre prendre et donner. Donc tu remarqueras qu'il y a un jeu de mots entre prendre et entreprendre. Et bref, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait un burn-out, c'est parce que dans l'entreprise, les émotions ne sont pas acceptables et acceptées et que du coup, on ne peut pas les vivre, on ne peut pas les exprimer. Et du coup, bah voilà, à travers le corps devient malade, on fait quelque chose de mauvais, malheureusement. On somatise. Un autre travail aussi sur les émotions, c'est la BD de l'auteur du blog Conscience Quantique, qui est une super BD hyper intéressante, hyper bien expliquée, où elle a mené une enquête en fait sur les émotions. Et voilà, je t'invite vraiment à découvrir cette BD parce que elle donne plein aussi de conseils pratiques pour vivre ces émotions sans les faire exploser pour autant. Et c'est vraiment une super BD. Et le travail sur les émotions, c'est quelque chose que j'ai envie d'approfondir et que je vais approfondir dans les prochains mois. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et par exemple, quelles questions tu te poses sur comment mieux gérer ces émotions, par exemple, sur les émotions en général. Voilà, bon, tout ce qui te passe par la tête, dis-moi tout ça en commentaire. Je vais m'arrêter ici parce que cette vidéo est déjà longue, je parle beaucoup, mais en tout cas, voilà, moi je pense qu'on a beaucoup à apprendre des peuples premiers, de leur sagesse et de leur façon d'adresser les choses, et en plus, voilà, ils ont une capacité à travailler, certains peuples même sans hiérarchie, et ils travaillent toujours sans stress, et voilà, ils sont même plus productifs parfois, parce que quand tu as trop de stress, tu n'es même plus productif en fait. Et voilà, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Et moi en tout cas, j'ai hâte qu'on crée ce troisième monde, donc avec la sagesse des peuples premiers, donc cette connexion au tout, cette connexion entre nous tous, à la nature, etc. Et toutes les technologies, parce que non, il n'y a pas que du mauvais, on a aussi créé plein de choses très bien ces dernières années. On a créé plein de technologies, etc. Il y a plein de choses formidables qui ont été créées. Donc moi j'ai hâte de créer ce troisième monde où on va pouvoir utiliser voilà, cette base des peuples premiers, rajouter ce qu'il y a de bon dans notre deuxième monde et créer un troisième monde où on pourra vraiment vivre en harmonie avec la nature, entre les êtres humains, dans l'abondance, la bioabondance. Et voilà, ce monde génial auquel j'ai hâte qu'on arrive. Et voilà, et si c'est pas pour notre génération, peu importe, c'est à nous aussi de le construire dès maintenant pour les futures générations, pour nos enfants, nos petits-enfants, et même si nous-mêmes on veut pas procréer ou on veut pas adopter, et ben au moins pour les générations futures, moi je trouve que c'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu sur le fait qu'on peut toujours réécrire son histoire, et moi j'ai hâte qu'on réécrive l'histoire de notre monde à nous aussi. Mais ça passe aussi par écrire ta propre histoire, parce que si tu es bien, tu seras entouré de gens qui sont bien, qui te permettront d'être bien, de faire ce qui leur plaise, d'être eux-mêmes, etc. Et du coup, voilà, on sera dans un monde où chacun sera bien, fera ce qui lui plaît, et etc. Donc on répand la positivité, le bonheur, l'abondance, la prospérité, tout ce que tu voudras. En tout cas, moi, j'ai hâte d'y être. Bon. Si tu es en burn-out, n'oublie pas que tu mérites mieux que ça, que tu mérites le meilleur. Alors prends soin de toi, je te souhaite une très belle journée et à très vite. Ciao.